Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Le Serre, qui est un conseiller en gestion de patrimoine. Mais alors, il a une autre caractéristique importante, c'est qu'il a travaillé quelques années durant dans le conseil, et notamment chez Arthur Andersen, où nous nous sommes rencontrés, ce qui lui donne une bonne connaissance du marché du chiffre et des cabinets d'audit et d'expertise comptable en particulier. C'est quelqu'un qui est diplômé de Sciences Po Paris et de Dauphine et qui a fait toute une partie de sa carrière dans le domaine bancaire, un fin connaisseur des sujets de financement, notamment dans le domaine de l'immobilier. Et il est conseiller en gestion de patrimoine depuis maintenant plus de 6 ans. Accounting Business Coffee. Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir dans Accounting Business Coffee aujourd'hui. Tu sais que ça faisait un moment que je voulais qu'on parle du sujet qu'on va évoquer aujourd'hui sur la gestion de patrimoine, qui est un sujet, je crois, assez important pour les cabinets d'audit et en particulier les cabinets d'expertise comptable. Leurs clients sont finalement des dirigeants et donc à ce titre, ils ont des sujets patrimoniaux, des sujets bien sûr fiscaux, qui nécessitent une compétence parfois assez pointue, assez technique, pour laquelle il faut se tenir très à jour. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et alors elle est double cette raison, puisque tu n'es pas, j'allais dire, comment dirais-je, un CGP ordinaire. Tu vois, j'en bafouille, excuse-moi, parce que on s'est rencontrés tous les deux chez Arthur Andersen, où tu avais des fonctions de business developer, ce qui te donne cette double vision, c'est-à-dire que tu as une très bonne connaissance de ce que sont les cabinets d'audit et d'expertise comptable, et en même temps, tu as, depuis d'ailleurs avant Arthur Andersen, finalement une carrière sur les sujets financiers et patrimoniaux qui te positionne aujourd'hui comme quelqu'un de sachant sur le sujet. Donc, je suis très heureux de t'avoir là-dessus. Alors, première question, comment vas-tu ? Écoute, ça va plutôt bien, malgré le contexte qui est un petit peu difficile pour tout le monde. Mais en ce qui concerne les CGP, c'est en fait assez paradoxal. Mais d'une part, nos clients ont, pour certains d'entre eux, un peu plus de temps pour réfléchir à leur situation patrimoniale, parce qu'ils sont en télétravail, parce qu'ils sont confinés chez eux malheureusement. Et par ailleurs, le contexte qui est assez anxiogène pousse un certain nombre d'intervenants à réfléchir sur l'avenir de leur patrimoine et sur leur fiscalité. Donc, j'allais dire de façon un petit peu contradictoire, mais ce n'est pas une période si compliquée que ça pour les CGP aujourd'hui. Il ne faut pas le dire, mais c'est la vérité. Ouais. C'est un bon moment pour faire une réflexion stratégique. Et alors, ce sujet, on l'a travaillé tous les deux. Il est un peu délicat quand il s'agit de collaborer entre un CGP et un cabinet. Nous, au cabinet Sommet, comme on travaille historiquement avec les cabinets d'audit d'expertise comptable, on est souvent sollicité par les CGP sur ces sujets-là. Et je sais que les cabinets sont très sollicités également. Et donc, la première question que je voudrais te poser, c'est quelles sont, selon toi, les bonnes pratiques pour travailler avec un cabinet d'audit et d'expertise comptable quand on est CGP et inversement quand on est CGP avec un cabinet. Quelles sont les bonnes pratiques selon toi ? Alors, Eric, tu soulèves un point extrêmement important. Comme tu l'as dit, tu es très, très souvent sollicité par les CGP et les cabinets le sont également. Et c'est probablement un des soucis. C'est-à-dire que les CGP, qui sont toujours à la recherche de nouveaux clients, eh bien, ils ont tendance à vouloir aller chercher des gisements de clients chez leurs partenaires, experts comptables, avocats fiscalistes, notaires, etc. Et je pense que c'est là que situe la grosse difficulté. Et la première bonne pratique, c'est-à-dire que le CGP doit être un outil au service du développement des relations commerciales de l'expert comptable avec ses propres clients et non pas, ne doit pas vouloir se servir de l'expert comptable comme d'une source de business. Parce que, et c'est fondamental pour moi, tu le sais aussi bien que moi, les experts comptables, ce sont des gens qui sont à la fois très indépendants et aussi très soucieux de leurs clients, de leur clientèle. Et donc, le point clé pour moi, pour bien organiser la relation entre un CGP et un expert comptable, c'est que l'expert comptable garde à tout moment la maîtrise de son client. Ça, c'est la première chose qui me paraît essentielle. Si tu le veux bien, je l'illustrerai un petit peu dans quelques instants sur la façon de faire, par exemple.
Deuxième point, comme tu l'as dit aussi, le CGP, il a une expertise qui est assez pointue. Il a d'ailleurs des obligations de mise à niveau de ses compétences, de ses connaissances très régulières sur des sujets qui changent. Alors, à minima une fois par an, parce qu'une fois par an, on a une loi budgétaire et puis on a une loi de financement de la sécurité sociale. Donc, à minima, il y a des nouveautés une fois par an, mais parfois même, en cours d'exercice, il y a de la doctrine fiscale qui vient modifier une lecture ou une pratique. Et donc, sur ces sujets-là patrimoniaux, encore une fois, le CGP peut apporter un éclairage complémentaire à l'expert comptable. L'expert comptable, lui, il se tient au courant sur tous les aspects fiscaux, sociaux de l'entreprise, j'allais dire. Mais à titre personnel, le CGP doit faire la même chose pour le dirigeant de l'entreprise. Et donc là, il a une valeur ajoutée en termes de formation, j'allais dire, ou d'information à apporter à l'expert comptable qui, lui, parfois, a déjà une bonne connaissance de ce sujet-là parce qu'il a suivi les cours de l'OREP, parce qu'il a fait un master en gestion de patrimoine à Dauphine ou ailleurs. Mais ceci étant dit, il n'a pas matériellement le temps d'être au courant de tous les sujets. Donc le CGP doit être une ressource pour l'expert comptable dans leur relation. Et pour moi, c'est le deuxième facteur clé de succès, maîtrise de la relation commerciale par l'expert comptable, et CGP, ressource de l'expert comptable sur les sujets qui concernent la fiscalité et le patrimoine du dirigeant. Et le troisième sujet, c'est aussi un sujet de ressources, c'est qu'aujourd'hui, il me semble important que lorsqu'il a acquis la confiance de l'expert comptable, le CGP soit en mesure de former les équipes de l'expert comptable. En fait, au quotidien, ceux qui sont en contact avec les clients, ceux qui peuvent identifier des problématiques, des sources de business pour le CGP, mais aussi des sources de business additionnelles pour l'expert comptable, ce sont bien les collaborateurs du cabinet. Et donc, le CGP doit aussi être utilisé comme une ressource pour former les collaborateurs. Je vais te donner un exemple si tu veux bien. Prenons l'exemple par exemple d'un sujet d'actualité. On arrive en fin d'année. C'est le moment de faire le point sur les apports que la loi Pacte a fait sur la fiscalité du dirigeant, par exemple. Je parle du PER, le PER en particulier, etc. Mais tous les sujets liés à l'impact de la loi Pacte sur la fiscalité du dirigeant. La façon dont je fonctionne, moi, c'est que je propose à l'expert comptable de lui faire un update sur le sujet. Alors, il maîtrise grosso modo la question, mais il y a parfois des petits sujets de détail sur lesquels il a besoin de compléments. Je lui propose de le mettre à jour sur ce sujet-là. Dans un deuxième temps, et toujours s'il en est d'accord, je lui propose de former ses collaborateurs sur les mêmes sujets. Ça peut être dans le cadre d'une réunion de formation que j'anime dans ses locaux, ça peut être dans le cadre actuellement d'une webconférence que je fais pour ses équipes, qui permettent en fait de rendre opérationnel auprès de ses collaborateurs l'ensemble des sujets que ça concerne. Et dans un troisième temps, toujours s'il est d'accord, je lui propose de réaliser un événement, par exemple, vis-à-vis de ses clients. Mais ce n'est pas moi qui vais réaliser l'événement. C'est-à-dire que je vais lui fournir, le cas échéant, le support, je vais lui fournir la technologie, mais je veux que ce soit son événement pour ses clients, dans lequel, le cas échéant, il invite un expert extérieur, qui sera moi dans ces cas-là. Mais c'est bien lui qui conservera totalement la maîtrise de la chaîne avec ses clients. Et ensuite, si les clients ont un intérêt pour ce qui a été présenté et qu'il y a du business à faire, mon rôle, bien entendu, ça sera de remonter au fur et à mesure et de façon extrêmement à la fois dynamique, réactive et détaillée, le business que je peux avoir fait avec ses clients, dans le cadre du respect, bien entendu, du secret professionnel. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais pour moi, les trois points clés, encore une fois, de bon fonctionnement, les bonnes pratiques entre l'expert comptable et le CGP, c'est un CGP qui est une ressource pour l'expert comptable lui-même et pour ses collaborateurs, un CGP qui peut
identifier des lignes de business dans les clients de l'expert comptable, mais dans le respect de la maîtrise de la relation clientèle qui reste chez l'expert comptable et qui pourra donc, avec ce business additionnel, créer aussi du business additionnel pour le cabinet lui-même. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui, on est complètement en phase avec cette idée que en fait, le dirigeant de cabinet se trouve être un entrepreneur en fin de compte. Hein. C'est un dirigeant d'entreprise. Il se trouve qu'il est auditeur, qu'il est expert comptable, mais en réalité, il est d'abord dirigeant d'entreprise et à ce titre, il doit piocher dans les ressources dont il peut avoir besoin pour satisfaire pleinement ses clients. C'est aussi le devoir de conseil. Nous, c'est un peu là-dessus qu'on insiste. Et soit il a les ressources en interne et tant mieux, mais faut-il encore que ce soit pertinent dans le cadre de sa stratégie que de déployer les dites ressources avec les efforts de formation que tu évoquais, soit il ne les a pas en interne. Et là, c'était un peu le sens de mon introduction. Il me semble que c'est compliqué de ne pas accompagner complètement les clients sur ces sujets patrimoniaux qui sont intrinsèquement liés quand même à la vie de l'entreprise, puisque l'entreprise, c'est le dirigeant en général. En tout cas, pour les TPE, un peu moins pour les PME. Évidemment que les ETI et les grandes entreprises ne sont pas dans ce schéma-là. Mais donc elles n'expriment pas ces besoins-là, mais pour le gros en fait des clients des cabinets d'audit et d'expertise comptable, c'est une problématique qui est imprégnée entre celle de l'entreprise et celle du dirigeant. Donc ne pas les satisfaire sur ce besoin-là me semble être un problème, et donc il faut savoir s'appuyer sur un professionnel. Moi j'aime beaucoup ton approche finalement de transparence et également de confier en fait toute la responsabilité de la gestion du client aux dirigeants du cabinet. Je trouve que c'est effectivement ce qui a du sens. D'ailleurs, les études montrent que les dirigeants d'entreprise accordent en fait leur confiance d'abord aux experts comptables, majoritairement bien avant les consultants comme moi, bien avant les CGP, bien avant les avocats, enfin bien avant tout le monde en fait. Le premier conseil de l'entreprise, d'après toutes les études, et ça depuis des années, hein, c'est vraiment l'expert comptable qui a une connaissance en fait de la situation de l'entreprise, de la situation personnelle du dirigeant, de la comparaison également entre l'entreprise et ses concurrents, donc une vision plus globale. Enfin, c'est une situation d'un certain confort qu'il faut savoir exploiter en fait. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc oui, je suis pleinement en phase avec ce que tu dis. Un dernier point, si tu veux bien, Olivier, question qui revient souvent, quand on est un cabinet de taille moyenne, c'est-à-dire 7-8 personnes, donc avec qui faut-il, finalement, auprès de qui faut-il se rapprocher? La mondiale, par exemple, est très présente sur le marché du chiffre, historiquement. Est-ce que je suis un petit cabinet de 1-2 personnes, donc je vais aller forcément avec un CGP indépendant. Je suis moyen, 7-8 personnes, là je vais aller avec un cabinet à peu près de ma taille, et puis je suis un grand cabinet, je vais avec la mondiale. Quels sont tes conseils là-dessus? Alors, pour moi, la notion de taille, c'est pas la vraie question en fait. Hein. La vraie question, elle est la relation interpersonnelle qui va être établie par l'expert comptable avec le CGP. Alors, si le CGP est un indépendant, écoutez, ok, il y a une relation qui s'établit ou qui ne s'établit pas d'ailleurs hein, entre les deux. Mais si le cabinet est de taille plus importante, de taille moyenne ou de grande taille, et qu'il est apparemment, la logique serait qu'il travaille avec un grand cabinet. Mais en fait, même avec un grand cabinet de conseil en gestion de patrimoine, au bout du compte, il aura un interlocuteur, qui sera une personne physique. Et c'est la qualité de la relation qui sera établie entre l'expert comptable et le CGP personne physique, intervenant pour lui-même ou représentant un plus grand cabinet, qui fera la qualité de la relation. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante à conserver en tête, c'est que le CGP, qu'il soit indépendant ou qu'il soit dans la majorité des grands cabinets, c'est un indépendant lui-même. Hein. Il est TNS, il est chef de sa propre entreprise. Il a donc les mêmes préoccupations que l'expert comptable pour son business et il comprend les problématiques de l'expert comptable. Et la force de travailler avec un intervenant, personne physique de cette nature-là, c'est que cette personne, elle va rester dans le temps. C'est-à-dire que parfois, quand on travaille avec
des salariés en fait, de cabinet, le salarié il va tourner parce qu'il va avoir d'autres responsabilités, parce qu'il va évoluer comme un conseiller bancaire. Hein. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on travaille avec un indépendant. Et donc plutôt que grand cabinet, petit cabinet, moi je ferais la différence entre CGP, TNS, qui soit tout seul ou qui soit mandaté par une compagnie, par rapport à salarié d'une compagnie. Parce que en plus, le salarié de la compagnie, il peut avoir une forme de directivité qui vient de son employeur pour pousser des solutions, ce qui ne sera pas le cas du TNS, qui de toute façon remplira au mieux le devoir de conseil vis-à-vis du client, comme le fait l'expert comptable vis-à-vis de la société. Extra. Donc, encore une fois, ce n'est pas tant une question de taille qu'une question d'état d'esprit, en fait, entre les deux personnes. De lien de confiance, comme souvent. Voilà. Comme souvent. Et si tu veux, il y a une dimension supplémentaire qui est non négligeable, me semble-t-il, puisqu'encore une fois, tu l'as bien rappelé, l'expert comptable, il est aussi chef d'entreprise et avant tout chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il a un business à développer. C'est que de la même façon que l'expert comptable peut mettre en relation ses clients avec le CGP, lui, il a des clients qui lui font confiance, clairement, parce que s'il a réussi à installer une relation et à la maintenir, c'est que la relation de confiance entre le client, chef d'entreprise, et son CGP est bonne. Et c'est fréquent, ça m'arrive fréquemment, que le client me demande si, parce qu'il n'est pas forcément à l'aise avec l'expert comptable, qu'il a choisi au départ et puis qui n'a pas évolué de la même façon que lui, etc., me demande si moi je travaille avec des experts comptables. Et donc il y a une espèce de renvoi d'ascenseur. Il m'arrive assez régulièrement de conseiller à mes clients d'aller rencontrer d'autres experts comptables que celui qu'il a actuellement pour trouver la solution qui lui conviendra le mieux, sans compter mais ça, ça concerne peut-être pas tous les CGP, sans compter le fait que moi, j'accompagne énormément de créateurs d'entreprises, parce que ça fait partie des choses qui me motivent, en fait, de les aider à créer leur business. Et pour le coup, ceux-là, ils n'ont pas d'expert comptable. Alors, ça va être des petits clients au départ pour l'expert comptable, mais qui vont pouvoir accompagner dans le développement. Voilà. Ça me paraît être un point important également. De manière générale, pour ce qui est des services professionnels, effectivement, la confiance, c'est le premier élément. Pas de confiance, pas de service. Hein. Donc, quel que soit le positionnement marché, il faut absolument capitaliser là-dessus. Extra. Je crois qu'on a un peu brossé le sujet. Il y aurait beaucoup à dire. Hein. On pourrait, s'il y a une demande, on creusera davantage. Mais je crois qu'on a déjà posé quelques bases. Et vraiment, merci beaucoup, Olivier, pour ton intervention. C'est, j'espère, utile pour chacun. Écoute, à très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Bonne journée. Au revoir. À bientôt. Thank you for listening to Accounting Business Coffee. Stay tuned for the next episode.